Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue sur votre émission d'avant-match, La Causerie, une causerie qui sera consacrée à la 32e journée de Ligue 1, Monaco qui reçoit Nantes. Pour cette émission, je serai avec Adrien. Salut Adrien. Salut Damien, bonjour à tous. Et donc on va revenir sur cette rencontre entre l'ASM et les Canaries. Une rencontre qui aura lieu le samedi 7 avril, donc à 17h, qui sera retransmise sur Canal+. Adrien, après le match nul face à Rennes, un but partout, on peut dire que Monaco n'a pas su rebondir après son échec en finale de Coupe de la Ligue. Non, c'est clair, après cette cuisante défaite contre Paris, il y a ce match contre Rennes où finalement Monaco a limité la casse, vu la physionomie du match. Monaco repart avec un point, on va dire, qui était loin d'être acquis, et qui méritait certainement pas de repartir avec un point du Roison Park. Mais voilà, c'est ça de prix. C'est également aussi on perd des points dans la course à la seconde place où finalement l'écart s'amoindrit avec Marseille, puisqu'il n'y a plus que 4 points d'avance, en sachant également que Monaco va se déplacer à Paris. Il y a 5 points entre Marseille et Monaco. 5 points, pardon. Ouais. Et 7 devant Lyon, ouais, mais effectivement, c'est ce que tu étais en train de dire, oui. Il y a le match à Paris où a priori, il y a peu d'espoir. Et où effectivement on pourrait être être plus que 2 points devant, donc il faut le prendre en considération, c'est vrai. Bon, même s'il y a le goal average qui fait que finalement c'est 3 points, mais bon, faudrait pas que Marseille finisse avec un point devant, quoi, parce que bon. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Après, voilà, le goal average, ça nous permet d'avoir une bonne avance. Mais comme tu dis, Marseille est pas loin. Bon, ils ont joué ce soir en Europa League. Ils ont encore cette compétition. Peut-être qu'eux aussi sont sur quand même vraiment un moins bon rythme que ce qu'ils ont pu être, notamment sur la fin 2017. Donc, les 5 points d'avance sont quand même encore un petit matelas intéressant. Quant à Monaco, il faut quand même pouvoir signaler que on reste sur une bonne tendance en 2018. Un championnat, ouais, on a vaincu. Oui, non, c'est clair. Il y a une très belle série en cours. Ça serait bien de pouvoir terminer la saison en étant. Parce qu'on peut le dire, on parlait beaucoup de l'an dernier où on fait 2 matchs nuls ou un match nul et 18 victoires, ou 17 victoires et 2 matchs nuls, je crois, sur la phase retour. Là, pour l'instant, sur la phase retour, on a plus de matchs nuls, mais on est toujours invaincu championnat, quand même. Donc c'est pas, c'est quand même plutôt la bonne série, même si effectivement face à Rennes, ça s'est joué à pas grand chose. D'ailleurs, les notes de Rennes, puisque donc les notes des auditeurs qu'on va vous lâcher, elles s'en ressentent. Adrien, la meilleure note, j'ai envie de dire c'est surprenant tant il est souvent décrié, oui. Et en même temps c'est vrai que ça a été le meilleur joueur et c'est en ça que c'est inquiétant. C'est Subasic avec 5,55. Ouais, 5,55, je pense que c'est la première fois de la saison que Subasic est homme du match, désigné homme du match par nos auditeurs. Ouais. Donc c'est vrai. Il a su faire les arrêts. Il était mis à contribution. Cette fois-ci, il a su faire les arrêts, effectivement. Et Ronny Lopez, ensuite, à 5,41, donc, qui a été un des rares joueurs vraiment dangereux, qui s'est aussi illustré dans cette rencontre. L'unique buteur, forcément. Et derrière, il faut aller chercher en dessous de la moyenne avec Glick à 4,82, donc c'est très 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 bas. Le flop du match, et quelqu'un qui commence à agacer pas mal de monde, c'est Thomas Lemar avec un très mauvais 2,95. Ouais, c'est même généreux, je dirais. Ouais, parce qu'il est plutôt 0 en ce moment. Ouais. Voilà. On va évoquer maintenant cette rencontre face à Nantes, Adrien. Une rencontre où Monaco l'an dernier s'était assez largement imposé. Alors bon, c'était effectivement pas le même Monaco, mais c'était des bons souvenirs. On avait mis une bonne tartine, 4-0. Voilà, c'était les tartines de la saison
2016-2017, quoi. C'était presque un classique, les 4-0, une différence qui se fait très rapidement en première mi-temps, et puis un match tranquille, sur un rythme tranquille, géré d'une main de maître. Ouais. En revanche, le match aller, si on en reparle un petit peu, la main de maître, là, pour le coup, c'est un moins bon souvenir. Oula, ouais, disparition totale. Pour moi, c'est le pire match peut-être de cette première partie de saison, tant Monaco n'a rien fait, mais vraiment rien fait du match. C'était catastrophique. Et puis la punition, la victoire nantaise qui est clairement méritée sur les 90 minutes. Tant Monaco a rien fait, je me répète. Mais voilà, la victoire qui s'est dessinée vraiment à l'ultime seconde, au bout du bout. On s'en souvient, voilà. Ouais. Et Lucas Lima. Ouais, donc c'était une victoire qui venait aussi confirmer une mauvaise période, hein, du côté de l'ASM, hein, au mois de novembre, fin novembre. Ouais, la Champions League, voilà. Tout ça, bref. C'était pas du tout une bonne période pour l'équipe. Un vrai creux. C'était un match en semaine, ouais. C'était entre 2 journées de championnat d'ailleurs. Ouais. Ouais. Donc espérons que ce match retour permettra d'inverser ou en tout cas de rééquilibrer la chose. Ouais, c'était surtout une époque aussi où Nantes tournait plutôt bien, ce qui n'est plus du tout le cas. Et on aura l'occasion du coup d'entendre et d'y revenir lors de l'interview avec David Filippo. Voilà, qui va vous en parler. Pour faire un petit récap sur vous, donc journaliste aux 20 minutes, mais correspondant également pour RMC, c'est bien ça? RMC, ouais, dans l'Ouest, ouais, exactement. D'accord. Journaliste à 20 minutes depuis 13 ans, et donc à 20 minutes Nantes depuis 13 ans, et correspondant RMC depuis pas loin de 10 ans aussi. D'accord, ok. Du coup, observateur de Nantes, mais supporter également ou... Non, parce que moi j'estime que quand on est journaliste, un journaliste sportif n'est pas un supporter avec une carte de presse. En tout cas, moi c'est ma conception. J'ai été supporter de Nantes quand j'étais gamin. C'est vraiment un club parce que je suis originaire de la région, je suis vendéen, donc je suis pas très loin de Nantes. Et j'ai été supporter, mais là pas du tout. J'ai pris énormément de recul sur le club. D'ailleurs, j'avais encore le débat ce matin. Les gens trouvent que je suis très dur avec le club. Donc voilà, je pense pas que je sois. Si vraiment j'étais supporter, parfois il y a des dossiers que je ne sortirais pas, voilà, ou des papiers que je n'écrirais pas. Donc non, j'essaie de prendre le plus de recul possible. Je ne suis pas supporter. Non. Donc on est bien avec David Filippo, journaliste aux 20 minutes et puis qui dépanne également sur les ondes d'RMC que vous avez pour habitude d'écouter. Merci David d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Donc donc ensemble on va parler du coup du FC Nantes en vue de cette rencontre qui voit Monaco recevoir Nantes ce samedi à 17h. Avant de parler proprement de l'équipe de Nantes, j'aimerais qu'on parle d'un homme, ou plutôt d'un monsieur. Je pense que tu me vois venir. Il est passé par Monaco, il coach désormais Nantes depuis cette saison. Il a succédé à Sergio Conceição. Comment tu définirais la patte Ranieri, la méthode Ranieri? Alors, comment dire, à Nantes, c'est assez mitigé finalement le bilan de Ranieri. Je répondrai à ta question après, mais c'est assez mitigé. Le gros souci pour Ranieri, c'est qu'il est passé après Conceição. Et avec Conceição, le FC Nantes a eu des résultats très bons. Et en plus, il y avait la manière. Donc Ranieri est arrivé l'été dernier. Ça a été un gros coup réalisé par le président Kita. Il fallait qu'il frappe un grand coup après avoir perdu Sergio Conceição. Il a pris un coup derrière la tête d'ailleurs, le président Kita, le président du FC Nantes. Donc il fallait qu'il réalise quelque chose, un gros coup. Il l'a fait en prenant Ranieri. Ranieri a quand même, Ranieri a fait du bon boulot depuis qu'il est là, parce qu'il ne faut pas oublier que Nantes, en ce moment, n'est que 8e, ce qui est déjà pas mal, hein, et 8e de Ligue 1, puis l'effectif, c'est déjà pas mal du tout. Mais Nantes, surtout, a été à la 5e place de fin septembre ou début octobre jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines. Et Nantes était 5e de Ligue 1, derrière le Quatuor, Paris, Monaco, Marseille et Lyon. Donc,
du bon boulot au niveau des résultats, hein, on va pas se mentir, même si depuis l'année 2018, le FC Nantes a de moins bons résultats. En revanche, sur la manière, tu me parlais de la patte Ranieri, on s'est quand même franchement ennuyé sur beaucoup de matchs du FC Nantes cette saison. Et je pense que Ranieri, même si vraiment, je le reconnais, il a fait du bon boulot, c'est-à-dire qu'il attire le maximum de son effectif pour emmener cette équipe à la 5e place et en ce moment à la 8e place, mais c'est vrai que c'est quand même un style assez défensif, même très défensif, avec très souvent le seul Salah en pointe. Combien de fois les matchs à domicile à la Beaujoire, on a dit entre confrères, parce qu'on a vu la composition d'équipe, mais c'est pas possible, il est à domicile contre une équipe moyenne de Ligue 1 et il ne met que 1 ou 2 joueurs offensifs. Voilà, combien de fois on a eu cette remarque à la Beaujoire avant certains matchs. Donc voilà, la patte Ranieri assez défensive. Par contre, il faut lui reconnaître que vraiment il a tiré le maximum et ça il sait le faire. Il a tiré le maximum de son effectif. Et ça c'est déjà extrêmement louable. Oui, c'est vrai, avec un effectif, tu as dit, peu garni, on va dire, et pas vraiment de très grands joueurs. Au même titre que Conceição avait pu le faire la saison précédente en tirant aussi le maximum de son groupe. C'est pour ça que d'emblée, sur ta question, excuse-moi, je te coupe, j'ai fait une comparaison avec Conceição. Parce que passer après le travail de Conceição, c'était franchement pas simple. Parce que Conceição, ici, alors il a claqué la porte. Il a rejoint Porto, entre guillemets, comme un voleur. Mais ici, il était adulé. C'était un dieu vivant, quoi. Il était adulé. Voilà, je cherchais le terme. Ouais. Il était adulé ici à Nantes. Hein. Donc, c'était pas simple pour Ranieri d'arriver après cette très bonne période de Conceição, période nantaise. Mais ça tombe bien que tu me parles de cette comparaison parce que je l'avais en tête également. C'est vrai, je voulais y venir avec des similitudes. Le fait qu'avec un effectif réduit, on arrive quand même à tirer pratiquement le maximum. Et voilà, je voulais te demander si Ranieri avait su bénéficier de l'héritage, on va dire, Conceição. Écoute, c'est ce que disent les mauvaises langues ici à Nantes, ceux qui n'apprécient pas vraiment Claudio Ranieri. Et notamment certains membres de la direction du club du FC Nantes. Certains disent que Ranieri n'a fait que profiter du travail déjà très très bien engagé, très bien entrepris par Sergio Conceição. Moi, je l'ai même entendu dans la bouche de certains membres de la direction. Voilà, donc on y viendra peut-être, mais qui montrent que vraiment entre la direction et Ranieri, je pense que ça va être la fin dans quelques semaines. J'y viens justement, et pour clôturer un petit peu le chapitre Ranieri, Valdemar Kita, donc le président, c'est un petit peu plaint du fait que Ranieri, on s'est un petit peu peut-être approché par la sélection italienne, par la Squadra. On sait pas trop. Est-ce que tu penses vraiment ça perturbe et ça explique également ce coup de moins bien depuis 2018 de la part des Canaries? C'est vrai que ça coïncide avec alors le coup de moins bien, il a démarré vraiment en début janvier 2018. L'histoire de la sélection italienne, ça avait déjà un petit peu démarré avant, donc je sais pas si c'est un lien de cause à effet. Après, il y a eu aussi je vous fais une petite parenthèse, Léo Dubois, capitaine du FC Nantes, on a appris qu'il avait signé à Lyon, donc à partir de la saison prochaine. Donc effectivement, il y a eu Dubois, il y a eu la rumeur, qui n'en était pas une, Ranieri avec la sélection. Il y a quelques semaines, Ranieri a carrément fait acte de candidature lors d'une émission italienne. Je ne sais pas si ça a pu perturber le groupe. Ce qui est sûr, c'est ce que j'écrivais dans un de mes papiers d'ailleurs ce matin, c'est que il va y avoir un immense chantier au FC Nantes l'été prochain, avec en premier lieu sans doute la recherche d'un nouvel entraîneur. Ouais, et rebelote. Voilà, comment ? Je disais bis repetita pour oui, exactement. Donc et sans doute beaucoup de joueurs cadres qui vont quitter le club, qui sont un petit peu en bout de cycle ici à Nantes. Donc ça peut peser un peu, à mon sens, dans les têtes, les sollicitations d'autres clubs, savoir ce qu'on va devenir. Voilà, je pense que inconsciemment ça pèse quand même si les joueurs disent qu'ils sont totalement focalisés sur leur match du week-end et l'objectif, pourquoi pas d'être européen. Je pense quand même que ça pèse dans les têtes.
Et donc, pour revenir à la fin de la période Ranieri, oui, je pense qu'on va y venir dans quelques semaines. C'est pas que le courant ne passe pas entre Valdemar Kita, le président du FC Nantes, et Claudio Ranieri. C'est juste qu'en fait, il y a pas de contact, il se passe rien en fait. C'est pas qu'ils ne s'apprécient pas ou qu'il y a des clashs, c'est juste qu'ils ne communiquent quasiment plus. Voilà, c'est le contact est quasiment rompu entre les deux hommes. Il s'est passé beaucoup de choses cette saison, mais dès l'été dernier, ça a très mal débuté et Claudio Ranieri a vu dans quel contexte il avait mis les pieds. Il a très mal vécu le mercato estival, où finalement il n'a pu obtenir que 2 joueurs qu'il souhaitait. Tous les autres, ce sont des joueurs qui ont été qu'il a validé, attention, que Ranieri a validé, mais qu'il ne souhaitait absolument pas. C'était un recrutement fait, comme souvent, par le président Kita avec son réseau d'agents. Et son fils également, non? Et son fils, oui, mais surtout, c'est surtout le père. Hein. Il aime beaucoup le mercato, Valdemar Kita. Donc dès qu'il peut se mêler des affaires du mercato, il s'en mêle. Et là, il a fait des joueurs qui ont été validés, je le répète, par Ranieri, mais on a vu que ces joueurs, par la suite, n'étaient pas vraiment des plus-values pour l'effectif du FC Nantes. Et là, à partir de ce mercato, Ranieri, en interne, depuis quelques semaines, on parle de ça. Ils ont très vite compris, tout le staff italien de Ranieri, qu'ils ne feraient pas de vieux os au FC Nantes. Voilà, qu'une saison, sans doute, allait suffire. D'accord. Bon, maintenant, on va revenir vraiment sur la forme du moment, sur les joueurs et sur l'équipe. Donc, tu l'as dit, vraiment une étonnante 5e place occupée pendant une bonne partie de la première saison. Et puis, janvier 2018, le coup de moins bien. On l'a expliqué pourquoi, qui coïncidait avec certains facteurs. Est-ce que là, au vu du... Il y en a d'autres. Il n'y a pas que... Il y a d'autres facteurs. Enfin, si tu veux, on peut juste en parler. Il y a aussi le fait qu'il y a des équipes qui se sont... des équipes qui n'étaient pas à leur niveau, qui se sont un petit peu révélées. Le Stade Rennais, très bonne dynamique. L'AS Saint-Etienne, qui a fait un bon recrutement, très bonne dynamique. Il y a aussi ça. Donc le FC Nantes a flanché. Certaines équipes, en revanche, elles, de leur côté, ont eu une très belle dynamique. Et puis, il y a aussi cette réussite qui était insolente pour le FC Nantes sur la première partie de saison. Pour rappel, 10 matchs, 10 victoires par 1 but d'écart sur la première partie de saison. Enfin, ça montre bien que vous n'avez aucune marge. Cette équipe, on le savait, elle n'avait aucune marge à gagner par le plus petit des écarts. Donc 10 fois sur la première partie de saison, c'est quand même pas rien. Et parfois vraiment des scénarios qui lui étaient favorables, une frappe au bout du match contre Guingamp avec Johnson, le ballon qui lui passe entre les jambes alors que la frappe était une frappe de pupille. Au bout du bout également contre Monaco. Exactement. Alors là pour le coup un plus beau but. Là c'était mérité. Oui, c'est vrai. Là c'était un plus beau but, mais que voilà, on voyait bien que cette équipe, si jamais la réussite elle perdait un peu de réussite, on savait que cette équipe, elle pouvait, ça pouvait s'inverser, la dynamique pouvait s'inverser, et c'est ce qui se passe, quoi. On peut pas avoir une insolente réussite, à mon sens, pendant toute une saison, sachant que cette équipe ne peut pas s'appuyer sur un socle de fond de jeu. C'est vraiment, on sent qu'il n'y a pas cette équipe. De toute façon, elle n'a jamais la possession, parce qu'elle est incapable d'avoir la possession de balle, parce qu'elle n'a pas de fond de jeu. Donc, elle misait sur cette réussite. Elle a bien misé là-dessus sur la première partie de saison avec un Salah qui était très efficace. Et là aussi, que je mettais dans mon papier ce matin, Salah est fatigué et on n'a plus le même Salah et Nantes est en train de flancher. Donc, il y a une conjonction de pas mal de raisons, d'explications à ce déclin nantais depuis début janvier. C'est vrai, ils étaient meilleurs en transition l'année dernière, mais on va pas revenir là-dessus. Pour ce qui est du coup de l'effectif, est-ce qu'il y a des absents de marque, des suspendus ou pour samedi, pour le match de samedi, non, puisque Touré, j'avais oublié qu'il était blessé, on nous a annoncé ce jeudi matin qu'il était en tout cas disponible. Abdoulaye Touré, milieu de terrain défensif, qui n'a pas joué depuis très longtemps. Il y a un joueur formé au club. Non, il n'y a pas d'absent. Enfin, si, il y en a 2. Il y a Colben Sigtorsson, l'Arlésienne à Nantes. Donc, il était blessé depuis 1 an et demi. Il est revenu, blessé à un genou.
2 fois opéré, et là il est revenu, et là il est parti au Qatar. On ne sait pas s'il a l'autorisation du club pour aller au Qatar, pour se faire des examens par le staff une partie du staff médical du PSG. Voilà, on a appris ça en début de semaine. Bon, c'est un peu particulier. Monsieur Sigthorsson fait un peu ce qu'il veut dans ce club, donc ça a toujours été comme ça. Donc voilà, et Koulibaly, un autre attaquant que vous ne devez pas connaître, il vient de Belgique, il est arrivé l'été dernier, et voilà, il ne peut pas jouer parce que il est en train de il est obligé de prendre un médicament, j'explique ça rapidement, qui est considéré comme produit dopant en France, produit interdit, donc il ne peut pas jouer tant qu'il prendra ce médicament. Tout ça pour dire que ce sont deux attaquants de pointe, et donc Salah, il n'y a pas d'alternative à Salah. Ranieri n'a pas vraiment le choix concernant l'attaque. D'accord. Et donc pour toi là, le 11 qui devrait être aligné par le Mister samedi. Alors très compliqué. Alors c'est très compliqué. Vous devez avoir des souvenirs de Ranieri, ça devait être la même chose à Monaco. C'est quand même quelqu'un qui est extrêmement cachottier. C'est très très compliqué de trouver l'équipe avant même le match. Je crois que les médias depuis le début de la saison, que ce soit les médias locaux ou nationaux, ont rarement trouvé le 11 titulaire du FC Nantes. Je pense pas qu'on ait d'énormes surprises, mais c'est vrai qu'il peut changer quelque chose. Est-ce que Abdoulaye Touré va pas être titulaire? Est-ce que tu veux que je te donne à peu près la compo que j'imagine ou Allons-y. Bon, ça sera Tatarou Sanou dans la cage. Côté droit, ça sera Léo Dubois, je pense. Ouais. Bon, il n'y a pas de Nicolas Palol, l'ancien Bordelais, dans l'axe avec Diego Carlos normalement. À gauche, Lucas Lima, je pense, ou Kofi Chichi, qui est un défenseur central mais qui a souvent joué côté gauche en première partie de saison. Moi, je pense qu'il va muscler son entrejeu parce qu'il sait qu'il va être dominé par Monaco. Donc, on risque de retrouver peut-être Giroto. Là aussi, il recrute l'été dernier avec Krine. Là aussi, il recrute l'été dernier. Peut-être Abdoulaye Touré, peut-être à la place de Giroto ou Krine. Et puis, Thomasson sur un côté, Rongier derrière Salah. Et de l'autre côté, de l'autre côté, peut-être la vitesse de Jules Iloki, peut-être. D'accord. Ouais, donc ça ferait un 4-2-3-1. C'est comme ça qu'il joue en ce moment, avec Salah en pointe, 3 joueurs derrière Salah et 2 milieux défensifs. Ouais. Ok. Oui, et tu disais derrière Salah, meilleur buteur du club là, avec 12 buts, et derrière, il n'y a personne, on descend à 3. Il y a quand même je crois que c'est Bamou, non, à 3, je sais plus. Oui, il y a plusieurs joueurs à 3. Il y a Bamou, il doit y avoir Dubois également. Ouais, c'est vrai que c'est problématique. Et tu disais, il y a pas d'attaquant derrière pour faire tourner. Lorsque il y en a pas du tout. Une mauvaise passe, quoi. Exactement. C'est un peu le sujet qui a été évoqué avec Ranieri ce matin, et il nous a dit qu'il n'avait pas d'alternative. Sigthorsson, je le disais tout à l'heure, et Koulibaly sont blessés. Il a senti Engom, qui est un joueur qui joue en DH à la Suze dans la Sarthe l'année dernière, mais aux yeux de Ranieri, il est un petit peu léger. Il a marqué 38 buts en DH, mais bon, la DH et la Ligue 1, je pense qu'il y a une marge. Donc oui, effectivement, il n'a pas beaucoup de solutions. Il nous a avoué ce matin, Ranieri, que Salah était usé, fatigué, je le cite. Salah, lui, n'a pas voulu dire qu'il était fatigué. Il a peut-être peur de ne pas être titulaire. Donc, il a préféré ne rien dire ce jeudi matin en conférence de presse. Mais il n'y a pas de solution pour Ranieri. Il n'y a pas de solution. Donc, il y a un peu la Salah dépendance, et c'est inquiétant pour la fin de saison du FC Nantes parce que s'il finit sur les rotules, je ne sais pas comment Nantes va marquer des buts, parce que tu disais, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui peuvent marquer. Ouais. Mais en dehors de ça, là, est-ce qu'il y a des joueurs qui devraient être surveillés, comme par exemple Rongier, ou je sais pas si tu as... Ouais, je vais te le dire. Tu m'as devancé, mais effectivement, Valentin Rongier, c'est... Bon, j'ai envie de dire, avec Thomasson, ce sont les deux seuls comment dire, cautions techniques joueurs de ballon de cette équipe. Rongier, formé au club. Là, en plus, il joue pas vraiment à son poste. Ranieri, depuis quelques matchs, le met derrière l'attaquant. C'est plus normalement un milieu relayeur, mais c'est bon, voilà, c'est un très très bon joueur. C'est Conceição la saison dernière qui le comparait. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. Il le comparait à Marco Verratti du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est un très très bon joueur, intelligent sur le terrain et en dehors.
Et ça, c'est important. Et voilà, c'est un joueur, malheureusement pour le FC Nantes, qui pourrait ne pas être au club la saison prochaine. Ok, très bien. Enfin, oui, je sais pas comment tu vois le match. Peut-être un petit prono, même si bon, vous n'êtes pas pronostiqueur non plus. Vous êtes journaliste. Non, je vois Monaco. Alors je sais que, j'ai pas eu l'occasion de voir le match mercredi soir de Monaco à Rennes. Je crois que Monaco a été un petit peu trimballé. Oui, ouais, voilà. Ça a été un petit peu compliqué. Je vois quand même Monaco s'imposer contre Nantes, un match plutôt tranquille. Voilà. Dans mes souvenirs, Nantes a du mal à Monaco, il me semble, ces dernières années. Je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de victoires. Il faudrait ressortir, mais dernière victoire de Nantes, peut-être que ça remonte à très 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 Ligue longtemps. 2 ça devait être en Ligue 2 avec de Djordjevic. De Djordjevic, effectivement. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu en Ligue 1. Donc non, il y en a même pas eu. Maintenant, ça me revient parce que quand Lucas Lima avait donné la victoire aux Canaries au match aller sur la première partie de saison, on avait dit que Nantes avait jamais battu, je crois, Monaco depuis son retour en Ligue 1. Ouais. Donc ça remonte quand même. Non, je vois une victoire assez tranquille de Monaco, 2 ou 3-1, 2-0 ou 3-1. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour les Monégasques. Ok, très bien. Eh ben écoute, David, merci pour ton expertise de rien, sur le FC Nantes. Donc on pourra retrouver cette interview dans notre émission d'avant-match La Causerie. Encore une fois, merci et puis bon match. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, donc on peut le remercier pour sa participation, sa gentillesse, sa disponibilité. Adrien, une équipe nantaise, on l'a dit, qui est pas très bien en ce moment. Il nous a un petit peu expliqué les raisons. Je te propose maintenant de revenir sur l'ASM et notamment le communiqué médical où on a eu quelques infos, notamment de bonnes infos, deux bonnes, une moins bonne. La première, c'est quand même le retour de Moutinho et de Baldé. Oui. En tout cas, le retour. Je l'aurais pas mis dans cet ordre. Enfin, je ne sais même pas s'il y a un ordre vraiment. Mais... en tout cas, le retour a priori à l'entraînement normal, donc possibilité de les voir dans le groupe. Oui. On peut espérer, en tout cas. La mauvaise note. Ouais. Oui, c'est rassurant quand on a vu à quel point Moutinho pouvait manquer déjà sur le match contre Rennes en termes de maîtrise, puisque le milieu n'a pas existé. Mais également de le voir revenir vite après ce coup reçu lors de la finale de Coupe de Ligue qui paraissait assez inquiétant, quand même sorti presque sur civière. Donc c'était inquiétant. Et puis Baldé qui s'est blessé durant la trêve et qu'on n'avait plus revu depuis. Donc à voir si... Mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il figure dans le groupe. Par contre, c'est la mauvaise nouvelle qu'on a eue, c'est la petite blessure, la petite rechute de Jovetic. La tuile, voilà, 45 minutes, voilà, et puis en première période, enfin non, même pas, il a même pas terminé, je crois, la première période du Jovetic. Bref, donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas la doublette Falcao-Jovetic qui sera alignée d'entrée, voilà, on déplaise à voir, évidemment, si son absence va être confirmée. Pour l'instant, c'est vrai que, d'après le communiqué médical, ce serait... c'est le mollet, c'est sûr, ça a été identifié. C'est juste une gêne, par contre, donc peut-être qu'un peu de massage, un peu c'est un joueur fébrile quand même. Ça reste un joueur physiquement fragile physiquement. Oui, ça c'est. Ouais, c'est clair. L'entraînement d'avant-match contre Dijon, il a ressenti une gêne, on n'avait pas pris de risque. Je vois pas pourquoi on prendrait de risque sur ce match-là. Ouais. Il sera peut-être sur le banc du coup. Et on devrait certainement, alors si on se projette un peu sur la compo, on devrait certainement retrouver le 4-2-3-1. C'est dommage, Jardim m'avait proposé un 4-4-2 qui du coup n'a pas fonctionné face à Rennes. Mais là, certainement 4-2-3-1. Compo classique, j'ai envie de dire. Oui, classique. Une défense qui ne devrait pas bouger. Oui, même si Radji enchaîne là peut-être un peu trop les matchs, mais on se retrouve bien obligé. C'est quand même problématique de faire au final toute une saison avec Radji qui est plus là pour dépanner ou sur certains matchs. Il ne jouait pas du tout en début de saison, on s'en rappelle. C'est qu'il a vraiment été ressorti par Jardim quand il a vu le niveau de Georges aussi. Exact, qui lui a totalement disparu. Donc est-ce qu'il va le ressortir à un moment, Georges, dans la saison ?
C'est une question. Disons qu'à un moment, il ne faudra pas traîner parce que la fin de saison arrive vite aussi. Exact. Donc voilà, c'est plantade totale. De toute façon, on l'avait déjà évoqué, le poste d'arrière gauche. Nos deux recrues, il y en a une qui est partie du côté de Huddersfield et l'autre qui ne joue pas, donc c'est réglé. C'est Radji qui se retrouve arrière gauche. Faire toute la saison avec, je le répète, c'est quand même problématique. Au milieu de terrain, on va peut-être avoir quelques changements. Si jamais on a le retour de Moutinho. A priori, Endoram devrait en faire les frais. Lui qui n'a pas fait non plus un bon match. Contre Rennes, effectivement. Ouais, tout dépend en fait de l'état de forme de Moutinho, mais je pense effectivement qu'on a de fortes chances de retrouver les Fabinho et Moutinho associés au milieu de terrain. Ouais. Un autre joueur qu'on a un petit peu évoqué dans la notation, c'est Lemar, qui mériterait vraiment de faire un tour sur le banc. Maintenant, est-ce qu'avec Jardim, ce sera pas un vœu pieux? Il y a des chances. Le problème, là, le problème, là, c'est que aussi bien la prestation contre le PSG qui était indigente, on retrouve plus l'éclat. Ce qui est dommage, c'est qu'en équipe de France, il avait quand même fait une bonne première mi-temps. Et que on n'est même plus capable de le retrouver, même par bribes. C'est étonnant le cas Lemar. J'espère vraiment que il va se réveiller pour cette fin de saison. Honnêtement, vu le niveau sur la saison entière, je ne m'attends pas de miracle sur les 5-6 derniers matchs. Ouais, mais de là à le retrouver sur le banc, une véritable quand même sanction de la part de Jardim, est-ce qu'on va voir s'il est capable de le faire? Il a déjà fait, il se prive pas s'il doit le faire. S'il peut sanctionner quelqu'un, oui. Maintenant, oui, il n'y a pas de passe droit avec Jardim, c'est sûr. Est-ce qu'il a une bonne raison de le faire? Est-ce qu'il estime lui avoir une bonne raison de le faire ou pas? Est-ce qu'il estime que son niveau est pas suffisant? Certainement. Est-ce que c'est pas insuffisant au point de le mettre sur le banc? Parce qu'en même temps, il y a quand même encore l'absence de... En 10. Il y a encore Baldé, je pense. S'il a à disposition Baldé, Moutinho, je pense que Moutinho, il l'alignerait très vite, parce qu'il a une confiance totale dans Moutinho. Je pense que Baldé, il le mettrait pas tout de suite sur le terrain, j'imagine. Il serait d'abord sur le banc, donc il faudrait quand même remplir cette ligne de 3 là, de 3 milieux offensifs. Avec Rony Lopez, ça c'est bon, on le sait, c'est l'homme en forme avec Jovetic, mais bon, Lopez est quand même aussi le très très bon depuis 2 mois et demi. Il est particulier, c'est sûr. Mais voilà, le truc pour Lemar, c'est ok, tu le sors, mais pour mettre qui du coup dans cette position de 10? C'est vrai que s'il voudrait mettre soit Moutinho, soit Tillmans, c'était une des options à un moment donné. Bon, je pense que. Et si Jovetic en plus n'est pas là, alors là, pas de deuxième attaquant. Et oui, c'est un peu. Mais c'est vrai, tu l'as dit, Tillmans, moi j'avais complètement oublié ce joueur, Yuri Tillmans, c'est vrai qu'il est... contre Paris, tu sais. Oui, non, t'as raison, en fait on n'est pas à l'abri de trouver peut-être un Fabinho, Tillmans et Moutinho, et Lemar à gauche, Rony Lopez à droite. Pourquoi pas. À moins qu'il refasse confiance à Guézal, mais là pareil, vu son niveau de performance, Guézal... Oui, voilà, puis bon, au final... Guézal, c'est pour jouer à droite uniquement. Il l'a jamais tenté en 10. Bousquilia, il le fait plutôt jouer sur une aile quand Bousquilia doit jouer. Donc là encore, en fait, les solutions... Bousquilia, ça fait quand même plaisir, même s'il n'a pas fait grand-chose de bon. Mais bon, c'est vrai que son absence cette saison, il y a un peu de tristesse. On va pas dire un regret par rapport à son niveau. Il était, pour moi, c'était pas du tout le super joueur que certains tentent de nous vendre. Mais c'est plus un regret par rapport à une tristesse par rapport à sa blessure et le fait que sans doute ça l'empêche de revenir et de progresser normalement. Et qui a surtout la tristesse réside dans le fait que ça a totalement freiné sa progression qu'on avait quand même entrevue la saison précédente qui c'était plutôt alléchant. Mais voilà, c'est vrai, je pense que dans la hiérarchie, pour occuper ce poste de numéro 10, mais je dis bien, c'est pas le rôle en tant que soi, mais vraiment ce positionnement un petit peu derrière l'attaquant et devant les deux milieux, dans la hiérarchie derrière Lemar, je pense que pour Jardim, c'est Moutinho. Après, on peut aussi imaginer retrouver Diakabi, qui était aussi titulaire à Rennes. Donc, Non, qui est rentré justement pour remplacer Jovetic. Oui, pardon. Donc, à voir.
il y a quand même des options, même si on se rend compte que face à une équipe un peu bien classée, notre banc, en termes de qualité, est pas génial. Hein. On trouve un peu les limites de notre effectif. On touche aux limites de notre effectif, je trouve. Ouais, heureusement qu'on n'a aucune compétition finalement. Ouais, heureusement. Ouais. On comprend aussi pourquoi les en pointe, pas de surprise, hein, ce sera bien évidemment Falcao, Pellegrini toujours blessé, et puis de toute façon il y a plus personne, Jovetic, on l'a dit. Voilà, moi je m'attends personnellement à un match bien chiant samedi, je sais pas toi. Ouais, je pense qu'on va pas du tout s'éclater. Entre une équipe vraiment, je pense, bien défensive et qui est quand même en plein doute et qui est en panne d'efficacité. Mais qui va essayer de rester compact et mettre la pression, comme il disait Ranieri à la turbine, il dit toujours pression, voilà. Je pense que ça va pas être la fête du football, à mon avis. Ben voilà, en tout cas ce qu'on pouvait dire. On peut rajouter, Adrien, que l'arbitre de la rencontre ce sera François Le Texier. Voilà. Le petit genou. Voilà, un petit jeune arbitre. Il nous a certainement arbitré déjà cette saison. Hein. On ne tient pas encore les stats. On n'est pas l'Olympique Lyonnais ici. Non. On ne fait pas ça. Des petites fiches sur les arbitres. On va pas essayer de mettre la pression déjà sur l'arbitre. On va pas lâcher des tweets à la Jean-Michel Aulas, non. C'est pas l'esprit de la radio. Voilà. Donc, je vais vous rappeler la rencontre à venir du coup de ce Monaco-Nantes, qui aura lieu au stade Louis II samedi à 17h sur Canal+. 17h Canal+, c'est quoi? C'est David Berger et Franck Sauzet, c'est ça, non? Ouais, et la sauce, ouais. Avec un petit Paganelli certainement en bord de terrain, peut-être. Homme de terrain, ouais. Talaron s'aventure pas trop dans le sud. Des fois un petit peu quand même, mais bon. Écoute, moi j'aime bien cette paire David Berger. J'aime beaucoup David Berger. Je pense que c'est un de mes préférés. Je le dis comme ça, tout le monde s'en fout, mais je m'en fous, je le dis quand même. Et j'aime moins Sauzet, mais je sais pas, cette paire me rappelle de souvenirs, des bons souvenirs. On les avait souvent l'an dernier. Alors, comme c'était pour mettre des tartines à tout le monde, je regarde un souvenir ému de bons cette souvenirs, période. exact. Voilà, c'est vrai que ça joue un petit peu, effectivement. Ouais. Voilà, un petit souvenir ému comme ça pour terminer. Merci Adrien. Merci à toi. Merci à vous également, chers auditeurs qui nous écoutez toujours. Je vous rappelle donc le rendez-vous suivant, le débrief pour cette rencontre. On est un peu en sous-effectif en ce moment. On va essayer de vous sortir quelque chose, hein, peut-être sinon à J+1, pas d'inquiétude. On essaie de faire au mieux. Voilà, merci à vous tous. Il n'y aura pas d'impasse sur les débriefs. On va faire sur aucune émission d'ailleurs. Jusqu'à la fin de la saison, on va répondre présent. Merci à tous, bon match à tous, et surtout n'oubliez pas, taguez-vous. Et bisous.